Alors, d'abord, je vous remercie d'être venu assister à cette conférence qui sera en fait une présentation de mon livre et que j'ai divisé en trois parties selon les thèmes qui sont traités, c'est-à-dire cybernétique, intelligence artificielle et transhumanisme. Euh, alors, j'allais dire, je ne suis pas un spécialiste dans ces domaines, mais je me suis renseigné et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais expliquer un peu la genèse de ce livre. Quand j'arrive à la faculté de lettres de Nancy, Raymond Ruyère, professeur, a déjà écrit l'essentiel de son œuvre. Et donc moi, jeune étudiant, je, me, je me dis, il faut que je connaisse un peu les contenus, les livres. Donc je commence par La conscience et le corps, qui est un livre qui date de 1937, destiné aux étudiants. Ben, ça tombait bien, mais il faut s'accrocher. L'étudiant lambda, enfin, n'est pas forcément préparé parce qu'il parle déjà le thème, la conscience et le corps. Ensuite, j'ai lu son livre Éléments de psychobiologie, qui est publié tout de suite après la guerre en 1949. Et puis celui qui est considéré comme un peu l'essentiel de la pensée de Bruyère, Néo-finalisme. Là aussi, c'est pas un livre d'accès forcément facile, mais enfin, si on fait l'effort de le lire, on apprend beaucoup de choses. En 64, quand j'étais pas encore à l'université, mais j'avais vu le livre L'animal, l'homme, la fonction symbolique, qui est un livre aussi fantastique. Moi, j'ai lu ça en très peu de temps, tellement c'était très très fort. En 66, il publie Paradoxe de la conscience, que je cite dans le livre. Donc ce sont des paradoxes sur la conscience. Ruyère s'était amusé à demander à des collègues de lui donner un certain nombre de paradoxes Et en 54, il avait publié La cybernétique et l'origine de l'information. J'avais soigneusement évité la lecture de ce livre, dont le titre m'intriguait. Cybernétique, origine de l'information. Et il faut dire qu'à l'époque où j'étais à la fac, déjà la cybernétique n'avait plus autant d'intérêt. La mode pour la cybernétique était quand même passée. Même si certains essayent de remettre un peu à la mode le thème, enfin la cybernétique, les travaux de Norbert Wiener. Donc c'était passé. Mais en 68, année bien connue, Ruyère publie une édition augmentée de la cybernétique. D'ailleurs, le voilà. J'ai pu le retrouver. On ne le trouve pas dans le commerce. Hein. Il faut le demander soit sur des sites d'occasion. Donc, je me le suis procuré. Il est dans ma bibliothèque, mais je n'ai pas accès pour le moment encore à mes livres. Et je me suis plongé dedans. Je me suis, j'allais dire accroché. Non, mais enfin, il traite de pas mal de choses là-dedans, dans ce livre. Entre autres de l'information, de la théorie de l'information, puisque la cybernétique se base sur le rôle de l'information dans les échanges. Alors il étudie un peu l'information, la théorie de l'information que l'on trouve, qui est une sorte de théorie mathématique. Et c'est le mathématicien américain Claude Shannon qui est à l'origine enfin qui n'est pas à l'origine, mais qui a travaillé sur l'information. Il travaillait à l'époque au laboratoire Bell, la compagnie de téléphone. Et ses travaux ont suscité beaucoup d'intérêt. J'ai dû lire récemment, parce que je me disais, il faut quand même que je le lise, un livre d'un scientifique, un physicien, mathématicien français, Léon Briouin, qui a écrit la science de l'information. Un livre là où c'est plein de formules mathématiques, il faut là aussi s'accrocher. Et donc, je me suis lancé dans la lecture de la cybernétique et l'origine de l'information. En gros, Ruyère veut montrer dans ce livre, critiquer les postulats et les présupposés de la cybernétique.
Alors, qu'est-ce qu'il appelle les postulats, les présupposés de la cybernétique? Ce sont des postulats mécanistes, des postulats même matérialistes. Et en disant cela, on se réfère, Norbert Wiener publie son grand livre, enfin le livre qui donne naissance aux théories de la cybernétique, qui est paru en français, en anglais chez Hermann. Alors le titre, je vais vous le donner, c'est un Cybernetics or Control of Communication in the Animal and the Machine. Donc, dans ce livre, quand vous lisez le livre sur la cybernétique, Wiener dit que, pour lui, mécanisme et matérialisme, c'est la même chose. Ce sont les mêmes, comment dire, théories explicatives de son système. Et Ruyer va critiquer dans son livre ces postulats et ces présupposés en disant que ce sont des présupposés scientifiques, voire scientistes, et que de ce côté-là, la cybernétique n'apporte rien de nouveau à la science, si ce n'est, dit-il, que ce que ça a apporté à la science, c'est l'importance de ce qu'on appelait les cerveaux-mécanismes, c'est-à-dire l'idée de feedback ou autorégulation en français, avec retour sur, c'est-à-dire l'information sort et revient sur l'origine de l'information et travaille dessus. Ruyer dit ça, c'est intéressant. On peut donc effectivement l'utiliser en biologie, en physiologie surtout. Quand on analyse, on s'aperçoit qu'il y a un intérêt pour étudier les mécanismes physiologiques. Et puis il y a d'autres applications possibles de la cybernétique. Mais dit-il, la cybernétique se cache derrière il y aura une sorte de finalité, on pourrait dire. Hein. La cellule se reproduit, il y a tout un ensemble de choses et elle se corrige, elle se reprend ou même différents. En général, le cerveau mécanisme peut se corriger, peut se reprendre. Et donc, il y aura une sorte de finalité, de plan. C'est-à-dire, on agit sur la cause qui a procuré l'effet. Donc, il y a une sorte de finalité. Mais Ruyer dit, non, les cybernéticiens nous trompent parce que eux, ce qu'ils font, c'est mécaniser la finalité. Et alors, pour Ruyer, il n'avait pas compris ce que c'était que la finalité. Lui qui avait écrit en 1952 le néo-finalisme, où il expliquait. En gros, la première critique que fait Ruyer, la seconde étant que l'erreur des cybernéticiens, c'est de vouloir expliquer le cerveau comme une machine, de faire du cerveau une machine. Et bien sûr, il n'a pas beaucoup de mal à montrer que le cerveau, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'un ensemble de processus, même s'il y a l'information, la théorie de l'information. Les organismes sont plus compliqués que les machines. Pour une raison bien simple, dit-il dans son livre, c'est que, alors, pourquoi l'origine de l'information? Parce que, à l'origine de l'information, il faut qu'il y ait un cerveau humain. La machine elle-même ne va pas créer l'information. Donc, il faut l'alimenter, Et alors, Ruyer fait la distinction entre les activités encadrantes et les activités encadrées. Encadrées, c'est-à-dire qu'il y a un informaticien, ou il y a un ingénieur, ou il y a quelqu'un qui va être derrière la machine et qui va, alors ensuite, on le verra dans l'intelligence artificielle, programmer. Les algorithmes, c'est un langage de programmation un peu plus élaboré que les premiers ordinateurs. Mais Ruyer dit on peut pas faire abstraction, on ne peut pas effacer le rôle il y a un humain derrière la machine, derrière. Alors l'information, une des grandes découvertes aussi de l'information, et ça Ruyer dit que c'était très important pour comprendre la physique, les lois physiques du XXe, reposent en gros sur l'idée d'entropie, ou que les physiciens appellent aussi, c'est le principe de Carnot-Clausius, ou Clausius, puisque c'est
ce physicien allemand qui avait trouvé l'entropie. Donc vous savez ce que c'est que l'entropie, c'est dans un système fermé, l'énergie se dégrade. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de renouvellement d'énergie, elle se dégrade et puis tout devient, je vais dire, stable, mais c'est le désordre qui s'installe. C'est-à-dire le contraire de l'entropie, la vie par exemple, la vie, les fonctions vitales, c'est une lutte contre le désordre. Il y a un ordre dans la manière dont fonctionne, même si ça peut fonctionner mal, mais par exemple le cœur, les organismes, enfin notre corps humain fonctionne grâce à un ensemble de principes ordonnés, d'ordre. Et l'anéantropie, l'entropie, pardon, c'est ce qui tend vers le désordre. D'où l'idée de Clausius, quand on élargit ça, non pas seulement au corps humain, mais à l'univers, c'est de dire que l'univers, si on le considère comme un système fermé, jusqu'à présent on le considérait, va petit à petit tomber dans le désordre. Et nous-mêmes, la mort, c'est du désordre, c'est-à-dire qu'on devient... il n'y a plus l'ordre. Le vieillissement du corps fait que l'organisme n'est plus capable de maintenir le corps. Et la mort est une forme d'entropie. Donc il y a plusieurs exemples quand on lit un peu les lois physiques sur l'entropie. Quand on va chercher plusieurs exemples sur j'en avais discuté une fois, d'ailleurs je le prends l'exemple quand vous faites fondre un morceau de sucre, le morceau de sucre qui était ordonné, si vous voulez, vous le mettez dans l'eau, ça forme un système fermé et le sucre a disparu. Alors quelqu'un m'avait dit, oui mais si on réchauffe l'eau, on obtient du sucre. J'ai dit, oui mais tu n'obtiens pas un morceau de sucre. On ne retrouve pas le morceau initial de sucre. De la même manière, vous faites tomber le verre, il se casse et c'est terminé, quoi. Vous pouvez pas, ça ne va pas revenir à l'état initial du verre. Donc c'est des exemples dans la vie quotidienne, mais il y a des exemples dans la vie sur Terre, de l'univers, une tendance à l'entropie. Or, d'après les travaux de Shannon, et puis un certain nombre d'autres, mais c'est Shannon qui le premier va dire, attendez, l'information c'est de la négantropie. C'est-à-dire c'est le contraire, c'est l'inverse de l'entropie. L'information, ça ajoute quelque chose. Donc ça maintient l'ordre et ça permet de communiquer des choses. Parce que pour nous, qu'est-ce qu'on fait pour nous maintenir notre organisme en ordre? Il faut manger, donc il faut apporter l'énergie. Se mettre au soleil, ça peut aider, quand il y en a. Et puis nourrir l'organisme pour qui. Et c'est comme ça que nous luttons chaque jour contre l'entropie, contre le fait que le corps a tendance à perdre cette énergie, à se déstabiliser, à rentrer dans le désordre. Donc ça, Ruyer le souligne un petit peu. Enfin, pour lui, la négantropie, c'est une des données de la physique du XXe siècle. Et ils disent donc c'est très, très important. Et cette notion d'information est importante dans la mesure où l'information, effectivement, est l'inverse de l'entropie. Et ça, c'est établi par Shannon avec des formules mathématiques. Il montre que quand il y a information... Alors on verra un peu plus tard quand je vais parler justement de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a souvent parfois une confusion. C'est que l'information qu'étudient les mathématiciens ou les ingénieurs télécoms, eux, ils pensent ce qu'on appelle les bits en langage informatique d'information. Comment on peut décomposer l'information. L'idée qu'il y a derrière, c'est de se dire, c'est beaucoup de calcul des probabilités, si j'écris une certaine phrase où j'ai besoin des mots, on peut calculer la probabilité pour que les mots suivants, quel sera le mot suivant en fonction du sens de la phrase. Mais les mathématiciens, et entre autres les mathématiciens sérieux, j'allais dire, Brillouin par exemple, dit la valeur de l'information, ça ne nous concerne pas. C'est un domaine qui nous échappe à nous, mathématiciens. Nous, ce qu'on essaie de mesurer,
C'est qu'est-ce que c'est que cette particule d'information? Par exemple, l'information qui passe à travers les câbles téléphoniques ou à travers la télévision, la radio. Ça, c'est de l'information qui est, qui est transformée, enfin qui part. Il y a un émetteur. L'onde, les ondes, ça nous vient à l'oreille et puis on transforme cette information. Mais la valeur de l'information, c'est pas du domaine de la mathématique. Les mathématiciens n'étudient pas, vous disent cette information est valable ou cette information n'est pas valable. C'est pas leur. Eux, ce qu'ils mesurent, c'est l'information telle qu'elle se présente sur des ondes, les ondes sonores, enfin les ondes. Donc, on en est là. Et Bruyère dit, ben voilà, tout ça, ce sont les limites. Autant la cybernétique peut être intéressante pour étudier effectivement certains aspects en neurologie, par exemple. On va retrouver pas mal de neurologistes ou de physiologistes parmi les cybernéticiens. Donc en gros, la cybernétique naît, le livre que je vous ai cité de 1948 de Norbert Wiener, c'est un peu la naissance de la cybernétique. Il va écrire un autre livre, Cybernétique et société, qui a été réédité. Il y a 3 éditions françaises de ce livre. Et puis, en gros, les autres cybernéticiens, il n'y a pas grand-chose. Enfin, les fondateurs comme Rosenbluth, Bigelow, il y avait un médecin qui était avec Wiener qui travaillait là-dessus. Et alors, la critique de Bruyère, c'est de dire qu'il pense que le cerveau se ramène à la conscience. La cybernétique essaye de construire des modèles mécaniques de la conscience. Or, Bruyère avait pensé cela en 1930 dans sa thèse principale, esquisse d'une philosophie de la structure, et il est revenu assez vite. En moins de 7 ans, il s'est rendu compte que non, il n'y a pas de modèle mécanique de la conscience. Et donc, là, d'où sa critique de la cybernétique. Ils sont restés avec ces postulats et présupposés mécanistes. Ils pensent pouvoir expliquer, mais ils n'expliquent rien. Et nous allons voir que cette critique, ces postulats, j'ai découvert ça, peuvent s'appliquer à l'intelligence artificielle, parce qu'elle part un peu sur... L'intelligence artificielle se construit sur les mêmes bases de la cybernétique, on va voir comment, et le transhumanisme. Il y a des liens, il y a un fil rouge, si vous voulez, entre tout cela, à partir des mêmes présupposés ou postulats. Alors, la cybernétique va déclencher un intérêt, ça va être une mode dans les années 50. Et puis à partir des années 64, Norbert Wiener meurt en 1964. La cybernétique va perdre de son intérêt parce que sont arrivés depuis quelques années les ordinateurs. Et les ordinateurs vont mettre de côté toutes les recherches de cybernétique et les gens ne vont plus s'intéresser, plus beaucoup, aux travaux de cybernétique. On va les retrouver dans ce qu'on appelle les sciences cognitives un petit peu. Par exemple, Jean-Pierre Dupuy, dans son livre « Aux origines des sciences cognitives », montre bien dans son introduction que la manière dont on a étudié, travaillé les sciences cognitives, au départ c'était aux États-Unis, dans les universités américaines, se fondent sur des présupposés cybernétiques, sur la cybernétique. Et alors Bruyère n'a pas connu l'intelligence artificielle. Il est mort en 1987, donc il n'y avait pas encore la grande mode de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on peut se demander où ça en est, quel est l'intérêt. J'en parlais avant de commencer la conférence. Il y a des applications de l'intelligence artificielle, certaines. L'intelligence artificielle est un outil assez puissant. Les calculateurs calculent plus vite que nous. Notre cerveau, de ce côté-là, mais il faudra toujours derrière des ingénieurs qui vont mettre les algorithmes. Hein. C'est le téléphone portable que nous utilisons tous maintenant, sans parler de l'ordinateur, mais le téléphone portable, il y a des gens qui fabriquent, et il y a des ingénieurs qui remplissent cet appareil
qui semble facile, on le tient dans la main, et puis ça... Alors ça donne les délires de Michel Serres, qui dit que tout d'un coup, on a accès à tout le savoir du monde, on peut avoir... bon, j'en parle aussi dans le livre, pour me moquer un petit peu. Enfin, c'est pas moi qui moque, c'est Olivier Rey qui pointe le... Bon, comment dire, j'allais dire, l'aspect démagogique de ce philosophe et membre de l'Académie française, qui n'est plus de ce monde. Et donc, la cybernétique va perdre de son intérêt aux dépens de... Enfin, pas aux dépens, c'est l'informatique qui va remplacer. Ruyère s'intéresse à l'informatique. Il écrit un de ses derniers écrits, il publie dans un ensemble de livres sur la philosophie des sciences contemporaines. Ce sont des livres internationaux. C'est un certain Raymond Klibanski, qui en France on ne connaît pas, qui était professeur à McGill University à Montréal, Québec, et qui a été professeur à Cambridge aussi. Et Klibanski a réuni un certain nombre de cerveaux, de têtes pensantes, d'auteurs sérieux qui parlent de l'état de la philosophie des sciences contemporaines. Et Ruyère reprend dans son texte une partie, il développe, qui est le chapitre 9 de ce petit livre, l'édition augmentée de 67, qui s'appelle « Les problèmes de la cybernétique et de l'informatique ». Cybernétique et informatique, problème de la cybernétique en 1967. Donc c'est dire qu'en 1967, déjà, la cybernétique, comme je vous disais, a perdu de son intérêt, n'enthousiasme plus les foules, ni les travaux, ni les recherches. Alors en revanche, je n'ai pas pu mettre dans le livre un livre que je m'étais tout le temps promis de lire, parce que Ruyère le cite dans son livre, La cybernétique, l'origine de l'information, et que je viens de terminer il y a 2 semaines, un livre d'un journaliste scientifique, on dirait, américain, Berkeley, qui a écrit en 1952 un livre de 200 pages, ça se lit assez. Cerveau pensant et machine géante. Alors machine géante, pourquoi? Parce qu'il retrace, si vous voulez, l'origine de l'informatique. Depuis justement les années, la naissance des ordinateurs, depuis les années 40, milieu des années 40, 45, 50. Alors on attribue à von Neumann la conception de l'ordinateur à partir des travaux de l'anglais, le mathématicien anglais Turing, Alan Turing. Et von Neumann, lui, c'est un physicien, mathématicien d'origine autrichienne qui est parti aux États-Unis et qui a donc travaillé entre autres pour le gouvernement américain, parce qu'il y a beaucoup de ses études étaient financées par soit le département de la Défense, soit, par exemple Norbert Wiener, je le dis dans le livre il a été au moins cohérent, c'est qu'il ne voulait pas se compromettre avec les études des missiles, parce que la cybernétique avait des applications dans le domaine des missiles. Vous aviez une cible, l'avion, le missile, on calcule, et puis bon, le missile va atteindre l'avion. Et donc le département de la Défense américain avait développé toutes ces techniques, toutes ces recherches. Et Norbert Wiener a dit non, moi je ne participe pas à ça, je ne veux plus, j'arrête. Et on apprend aussi, j'ai appris aussi en parcourant la nombreuse littérature, les livres sur intelligence artificielle, que Wiener ne s'intéressait pas à l'informatique. Un des pères de l'intelligence artificielle, qui est un autre Américain qui s'appelle Marvin Minsky, a dit que c'est probablement pour ça que la cybernétique a perdu de son intérêt, parce que Wiener ne s'est pas investi dedans. Il n'était pas intéressé par les ordinateurs, qui étaient déjà à l'état naissant, mais enfin ça commençait. IBM travaillait déjà beaucoup, les fameux ENIAC, alors c'était des machines qui occupaient pratiquement toute la salle, immenses, et puis on les alimentait avec des cartes perforées, et puis ils triaient, et ça vous sortait l'information. Bon, c'est des temps révolus, ça, c'est la préhistoire de l'informatique. L'informatique qui va se développer, IBM va rester un des acteurs juste
principalement, ils vendaient ces machines dans les entreprises. Un AS400, c'était pratiquement toutes les entreprises s'équipaient en AS400, jusqu'au jour où deux petits génies, Steve Jobs et Steve Wozniak, inventent le portable Apple Macintosh. Et là, du coup, IBM va se trouver un petit peu en retard. Ils vont vendre quelques ordinateurs IBM, ils vont fabriquer des ordinateurs IBM, mais ils ont pris du retard par rapport à Hewlett-Packard, à beaucoup d'autres fabricants. Et aujourd'hui, j'ai appris que IBM, c'est Lenovo, l'entreprise chinoise, qui a racheté. Donc les ordinateurs IBM, tout le hardware, c'est-à-dire le matériel, vient d'IBM, mais ce sont les Chinois qui ont mis l'argent sur la table et qui ont racheté à IBM. Donc IBM n'existe pratiquement plus, sauf dans les services informatiques, les conseils services informatiques, mais aujourd'hui, ça n'a plus le prestige qu'IBM avait. Je me souviens d'articles dans les années 60-70, on parlait de Blanche-Neige et les Sept Nains. Blanche-Neige étant IBM, et les Sept Nains, c'était les petits qui essayaient de vendre leurs ordinateurs. Seulement, ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est l'ordinateur portable. Et donc là, ils se sont fait distancer, dépasser, et ils n'existent plus sur le marché, pratiquement. Enfin, pas sur le marché des ordinateurs. Alors effectivement, l'ordinateur portable, c'est un outil très très utile. Enfin, on peut... Je crois, comment ferait-on aujourd'hui si on n'avait pas d'ordinateur portable? C'est un outil qui rend des services. Bruyère, d'ailleurs, n'était pas, je tiens à le préciser, contrairement à tout ce courant technophobe, on va dire, les gens qui étaient contre la technique, depuis Jacques Ellul jusqu'à plein d'autres. Enfin, Bruyère trouvait que la technique, c'était utile, c'était bien. Ça apportait des choses à l'humanité, ça nous a permis de vivre mieux, disait-il. Et il n'était pas contre la technique. Ce qu'il disait simplement, c'est qu'il faut savoir la maîtriser. Il faut connaître les limites et savoir jusqu'où la technique peut être contrôlée. Et sinon, on joue les apprentis sorciers. Et par exemple, Bruyère parle dans ce livre, à une époque où c'était encore... il parle de la possibilité de mettre les bus sans chauffeur. Il suffit de programmer les arrêts, le truc. Bon, jusqu'à présent, les bus sans chauffeur, on ne les a pas. Mais vous prenez l'aéroport, vous avez les navettes entre Roissy 1, Roissy 2, Roissy 3 et les stationnements. C'est sans chauffeur. Pareil dans d'autres... à Copenhague, à Madrid, à l'aéroport de Madrid. Donc, les technologies existent. Et là, bon, ça rend des services. Je suppose que s'ils le font, ce n'est pas uniquement pour économiser sur le salaire des chauffeurs, des conducteurs de train, de navettes. Mais pour le moment, on fait encore confiance à l'élément humain. Il faudra développer, il faudra montrer que les transports sans chauffeur sont assez fiables et il y aura moins d'accidents qu'actuellement. Donc, on n'en est pas encore là pour le moment. Mais Bruyère envisage ça en 54. Il dit, ben oui, il y aura... Alors, bien sûr, il parle des débuts de la navigation aérienne. Il dit, c'est possible de pouvoir naviguer. Aujourd'hui, le pilote, il s'installe à son avion, il met en place et puis ça part. Donc il est juste là pour contrôler que tout va bien. Il a un certain nombre de paramètres à voir au décollage, à l'atterrissage, et puis après il se met Donc ça, c'est des choses que, on va dire, la cybernétique puis l'intelligence artificielle ont apporté, et pour le mieux, semble-t-il. Enfin, c'est plutôt bien pratique, à mon avis. Alors l'intelligence artificielle... Là, on est dans un autre domaine. Encore une fois, je dis que Bruyère n'a pas pu évaluer, parce qu'il est mort avant tous les engouements, même si aux États-Unis, c'était déjà là. Je vous dis, Marvin Minsky, il y a eu des rencontres en 1956 au collège de Dartmouth, où ils se sont tous retrouvés là, principalement des mathématiciens, des logiciens. Il y avait même Simon qui a été... Simon et Newell. Newell, c'était un logicien. Et Simon qui a ensuite
obtenu le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la rationalité limitée, et qui, lui, s'est aventuré à faire des prophéties un peu qui n'ont pas été... Par exemple, il avait dit que grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait découvrir de nouveaux théorèmes de mathématiques. Et il dit ça dans les années 60. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Alors, pour quelles raisons on pourrait penser ça? Il est certain que l'intelligence artificielle, ce qui distingue ces machines-là, c'est leur capacité à traiter un nombre énorme de données. Que le cerveau humain, il faudrait des journées pour pouvoir assimiler, rentrer. L'ordinateur fait ça assez rapidement. Et donc, c'est un gain de temps, l'économie, parce que les calculs vont très vite. Alors maintenant, on peut se dire, est-ce que l'intelligence artificielle peut analyser, synthétiser? On a vu la compréhension, la rapidité de la compréhension, oui. Mais l'analyse et la synthèse, on ne sait pas encore très bien, ce qui est un des attributs de l'intelligence. Donc quand on parle d'intelligence, est-ce que l'intelligence et l'intelligence artificielle se recouvrent correctement? À vrai dire, non, l'intelligence, c'est plus que l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le cerveau n'est pas qu'un paquet de neurones. Le cerveau n'est pas uniquement des calculs en logique binaire, puisque au départ, l'intelligence artificielle utilise beaucoup les lois logiques, enfin les découvertes de la logique mathématique. Mais l'intelligence, il y a plein d'autres choses que l'intelligence artificielle ne peut pas synthétiser. Donc l'esprit humain, jusqu'à présent, est encore prédominant, contrairement à plusieurs interprétations, parce que déjà au moment où les ordinateurs commençaient, Bruyère avait critiqué la thèse que les robots allaient remplacer l'homme, par exemple. Lui disait, ça, non, c'est du rêve. Von Neumann était Von Neumann, le père de l'ordinateur, était en plein là-dedans, et il y a un article de Bruyère en 1958 où il démontre ça. Enfin, il ne répond pas à Neumann directement, il répond à un prof d'histoire des sciences de Harvard, qui dit que les travaux, Harvard travaille beaucoup là-dessus, les travaux, et Bruyère dit, est-ce qu'on n'est pas en train de se leurrer? Parce que l'ordinateur calcule très vite, oui, qui puisse nous remplacer, que les robots nous remplacent, c'est pas demain la veille. D'ailleurs, le Bandeau, quand son livre « Les paradoxes de l'inconscience » a été publié en 1966, je l'ai acheté ici à Nancy, il y avait un bandeau autour qui disait « Le règne des robots n'est pas pour demain ». Et en 1966, effectivement, il n'était pas pour demain, et en 2021, pas beaucoup plus. Il y a des robots, on a robotisé beaucoup dans les machines, dans les fabriques d'automobiles. J'ai eu l'occasion de visiter une fois l'usine Citroën au nord de Paris, là, où là, c'est impressionnant, parce qu'il n'y a presque plus personne qui se promène dans les travées, dans les ateliers. Mais vous avez des bras qui posent le pare-brise. Après, vous avez des pièces qui viennent visser, qui viennent installer la carrosserie. Tout ça, c'est automatisé. Maintenant, le robot, c'est autre chose. Hein. On est dans une autre dimension, même si c'est encore un thème de science-fiction. Je vais dire, le robot, il existe des robots. Les Japonais travaillent beaucoup là-dessus, on le sait, les Coréens aussi. Mais enfin, jusqu'à présent, le robot ne va pas remplacer l'humain, même dans l'entreprise. La même chose, comme disait Bruyère, il y a des activités encadrées et des activités encadrantes. Eh bien, il faudra encadrer le robot. Donc, il faudra des programmeurs, il faudra des informaticiens, il faudra des ingénieurs qui vont faire fonctionner le robot. Et tant qu'on n'aura pas ça, ben, les robots... Alors, en plus, le délire, c'est quand on se dit les robots peuvent se reproduire. Les robots apprennent. Alors, il dit, mais attends, Bruyère, tu poses la question, qu'est-ce qu'ils apprennent? Est-ce que c'est de l'apprentissage? Alors, j'évoque cette question parce que dans l'intelligence artificielle, c'est un des thèmes. Marvin Minsky parlait beaucoup de... Alors, vous avez l'intelligence artificielle forte et l'intelligence artificielle faible. La forte, c'est de dire que
le cerveau se ramène à un paquet de neurones. Enfin, un paquet de neurones qu'on peut analyser, étudier, puis c'est tout. Donc, dès qu'on a des neurones, on suppose qu'on a des paquets de neurones dans l'ordinateur. Ben, le cerveau, c'est un ordinateur. Ce qui est un peu rapide, mais bon, ça fait frémir les journalistes, ça fait des articles ou des reportages à la télévision pour dire soit le danger, vous vous rendez compte, attention, les robots vont remplacer l'homme, ça c'est pour faire peur, ou alors, oh c'est merveilleux, le robot va tout faire à notre place, quand vous rentrez, tout va s'allumer, les œufs au plat seront faits, enfin tout. Bon, d'accord, on peut rêver aussi, mais pourquoi pas même, mais la voiture sans pilote, ça aussi, ça fait partie des thèmes. Hein. On prendra la voiture et puis on n'aura plus besoin de conduire. C'est la voiture qui vous conduira. On n'y est pas encore. Et puis on n'a pas d'expérience, on n'a pas le recul. On ne sait pas si c'est jusqu'à quel point c'est fiable. C'est-à-dire là encore, il y a un côté apprenti sorcier. Donc, de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle, il y a des forces. Enfin, c'est un outil qui peut nous aider. On parlait avant de commencer en médecine. Il est certain qu'en médecine, il y a des utilisations assez fortes. Je me suis fait... J'ai dû subir une intervention sur le cœur où la caméra passait par l'artère fémorale et remontait jusqu'au cœur. Bon, eh bien, il y avait le chirurgien, celui qui m'avait ouvert, qui m'a monté, et qui était là devant. Mais derrière, il y avait une batterie d'ordinateurs. Ils surveillaient tout. Ils avaient tous les éléments, la pression, tous les trucs. Dès qu'il y avait quelque chose qui clique, il y avait des points rouges. Enfin, ça marche. Ça a apporté des progrès énormes. Ça, c'est certain. Et alors, on va retrouver ce thème-là dans le transhumanisme, parce que dans le transhumanisme, vous allez voir justement une des justifications du transhumanisme, c'est de dire, oui, mais regardez, on va réussir à soigner le cancer grâce à l'intelligence artificielle, on va faire de la médecine thérapeutique ou médecine préventive qui va éviter les maladies. Bon, si c'est pour éviter les maladies, tout le monde est à peu près d'accord. Hein. On ne souhaite pas avoir un cancer, on ne souhaite pas avoir des choses graves dans l'organisme. Mais là où le problème vient avec le transhumanisme, que je vais voir dans la troisième et dernière partie, je ne vais pas vous prendre trop de temps non plus, c'est que s'il s'agit d'améliorer l'être humain, alors l'améliorer, c'est comment de faire en sorte qu'on pourra penser plus vite, hein, avec les nanotechnologies, on va nous mettre des pièces dans le cerveau qui vont permettre on saura tout de suite ce qui va se passer, enfin calculer des chiffres astronomiques. On pourra courir plus vite, on pourra sauter plus haut, alors on a envie de dire, oui d'accord, pourquoi ? Quel est le but de tout ça ? Est-ce que c'est l'exploit ou à quoi ça sert ? Est-ce que c'est vraiment utile de jouer sur cette médecine, enfin cette médecine qui veut complètement transformer le corps ? Et alors là, on a d'autres dangers. Le premier danger que je pointe dans ma critique du transhumanisme, c'est la tentation de l'eugénisme, qui est une tentation assez récurrente. Bon, alors, on a connu le cas des théories eugénistes chez les nazis. Donc on sélectionnait, il fallait des profils, des gens blonds, grands, en bonne santé, tout ça. Donc, et les autres, on élimine tous ceux qui ne correspondent pas à ces profils. Donc ça, on connaît les dangers. Celui qui est considéré comme le fondateur du transhumanisme, Julian Huxley, qui était un neuroscientifique, biologiste, physiologiste, avait signalé ce danger de l'eugénique, mais en même temps, il disait oui, mais on peut contrôler. Il était quand même assez favorable à l'idée d'eugénisme.
c'est lui qui a inventé en 1957 le terme transhumanisme. Et donc on sent qu'il est... Et puis en même temps, d'ailleurs, ce même Julian Huxley était président de l'association humaniste d'Angleterre. Donc il y avait oui, humaniste, transhumanisme, c'était facile. On faisait le pont de l'humanisme au transhumanisme. Bon, aujourd'hui, on sait qu'il y a un risque là-dessus, enfin sur le qui va sélectionner. Alors ça, j'ai trouvé ça dans un livre que Bruyère avait commenté dans les années 60, en 62. Je parle beaucoup de Bruyère comme ça, mais je crois que d'abord il m'a marqué, donc ça vous avez dû comprendre. Et on ne sort pas indemne de ces lectures. Et en plus, je me souviens qu'au moment où je préparais la rédaction du livre, j'avais lu l'article, enfin là, l'introduction du livre de Jean-Pierre Dupuy, qui est un polytechnicien qui est devenu spécialiste des sciences humaines, sciences cognitives, qui a écrit donc Aux origines des sciences cognitives. Et je me mets en contact avec lui en lui disant j'avais bien apprécié son texte, que c'était intéressant. Il me dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis, je prépare quelque chose sur Bruyère, la cybernétique. Et il me répond, j'ai gardé le message parce que pour moi, c'était Bruyère, ce génie méconnu. Qu'un type qui a enseigné presque toute sa carrière de prof à, je crois qu'il était à Stanford ou Berkeley, une des deux universités de Californie, disent ça, reconnaissent que Bruyère était un génie méconnu. Je crois que la Lorraine peut s'enorgueillir d'avoir connu un génie. Et donc, enfin de l'avoir connu, non, là, malheureusement, il n'est pas encore assez connu. Et des Bruyères me disent, vous faites bien de diffuser la pensée de Bruyère parce qu'il mériterait d'être plus lu, plus étudié. Et donc, bon, ça, je referme la parenthèse, mais le transhumanisme, il y a un certain nombre de dangers qui étaient déjà soulignés dans un livre dont Bruyère a rendu compte, dans un livre paru en 1962, je crois que c'est en 65, il fait le compte rendu de 2 livres comme ça, et à propos de la quasi-information. Il appelle ça la quasi-information. Ça aussi, ça m'intriguait. Je suis allé voir pourquoi quasi-information. Et le livre est écrit par Étienne Wolff. Étienne Wolff, c'est un embryologiste. C'était le grand embryologiste expérimental. Et il se trouve qu'Étienne Wolff et Bruyère ont partagé 5 ans de leur vie commune comme prisonniers dans un Oflag à la frontière de l'Autriche et de l'Allemagne. Et comme, pour ne pas s'embêter, ils avaient décidé de créer une université dans le camp de prisonniers. Et donc, ils faisaient des conférences, ils s'exprimaient les uns les autres. Et donc, Étienne Wolff venait. Et Bruyère a rédigé son livre Éléments de psychologie, qu'il publie en 1949, en grande partie dans ses réflexions et dans le camp, dans cet Oflag. Et donc, Étienne Wolff fait une sorte de résumé de ses travaux d'embryologie expérimentale dans un livre qui s'appelle Les chemins de la vie, et qui est assez accessible, qui est vraiment très bien. Il y a une magnifique préface de Jean Rostand, et où Jean Rostand dit qu'on a appris à être des dieux avant d'être des hommes, à propos de ça, qu'on joue avec le feu. Et effectivement, les travaux d'Étienne Wolff, ça consistait à travailler sur les embryons de poulets, donc de mettre des poulets avec 2 têtes ou 3 pattes, et de voir comment ça donnait. Donc tout ça pour étudier l'embryologie, la manière dont se développe l'embryon, et quels étaient quand on intervenait, qu'est-ce qui se passait, pour essayer d'expliquer les mécanismes de développement de l'embryon. Et Étienne Wolff, je reviens là-dessus, lui dit, attention, l'eugénisme, faut être très très prudent. Là, moi, je fais des expériences comme ça, mais comme dit Jean Rostand dans la préface, on ne peut pas traiter l'être humain comme un drosophile ou comme un poulet. Donc, autant c'est utile de travailler sur le développement embryonnaire, voir comment ça se passe, à partir d'expériences. C'est ce qu'a fait
passé sa vie dans son laboratoire au Collège de France. Puis, il a été au Collège de France, il a eu une école, il a formé quelques chercheurs. Et il y avait une admiration réciproque, Ruyère, Étienne Wolff. Ça, ils étaient... Et donc, alors, Étienne Wolff n'osait pas aller aussi loin que Ruyère. Lui, déjà, la finalité, il y allait, mais il était obligé de reconnaître qu'il y a de la finalité dans le développement de l'embryon. Il y a un plan. Enfin, l'embryon, il ne se développe pas comme ça, au hasard, de manipulation, de sélection naturelle darwinienne ou néo-darwinienne. C'est quand même là aussi beaucoup plus compliqué que ça. Et donc Ruyère va montrer que un des gros problèmes, alors là j'insiste dans le livre, la thèse de Ruyère, c'est de dire que notre cerveau, celui que nous avons tous en ce moment, que nous utilisons pour le mieux, j'espère, c'est ce qu'il appelle la conscience secondaire. Pourquoi la conscience secondaire? La conscience secondaire, c'est le je. C'est ce qui nous permet de dire je. Donc nos sensations, nos sentiments, tout ce que nous recevons du monde extérieur et du monde intérieur aussi. Et donc, ça, c'est le cerveau qui nous envoie tous ces messages, toutes ces choses. Alors, on a travaillé, vous savez, sur les localisations cérébrales, on a cherché à savoir comment se comportait le cerveau. Mais ce que dit Ruyère, le plus important, c'est pas ça. C'est que quand l'embryon arrive, une fois que les deux cellules sont fécondées, il n'y a pas un plan du cerveau dans l'embryon. Dans le ventre de la mère, il n'y a pas un plan. L'embryon, il n'ouvre pas le plan en disant, je suis comme un architecte, il dit, je vais faire ça, il faut que je fasse le cœur d'abord, les os, voilà comment je dois faire. Il n'y a pas. Donc Ruyère dit ça, c'est la conscience primaire. C'est-à-dire que le cerveau se développe sans cerveau dans la vie intra-utérine. Et quand on sort, on est à peu près, le cerveau est à peu près en état de fonctionnement. Il est prêt à recevoir des messages de l'extérieur. Il n'a pas fini de se développer, mais il est... Et ça, je trouve que cet argument de Ruyère, le cerveau s'est fabriqué sans cerveau. Il n'y a pas eu un cerveau derrière. Ou alors, il faut tenir compte de la conscience primaire. Une conscience primaire importante parce qu'elle reproduit. Tous les embryons se reproduisent de la même manière. Donc la vie, c'est comme il y a un fil qui traverse tout le monde, enfin tout le monde, tous les parents, disons, on va dire, qui, lorsqu'ils donnent naissance à un enfant, eh bien, la conscience primaire, c'est elle qui agit. Et puis le bébé sort, il a son cerveau qu'il va développer ensuite. Mais alors, Ruyère dit, le cerveau, c'est la conscience secondaire. La conscience primaire, c'est la conscience. Et d'où ça vient, la conscience? Alors là, verticalité, ça vient. Alors on peut dire c'est la vie. Oui, mais la vie, elle vient d'où? Donc, question métaphysique. Là, on n'est plus dans la cybernétique, dans l'intelligence artificielle ou dans le transhumanisme. Enfin, le transhumanisme un petit peu parce que on voit tous les leurres du transhumanisme. Alors ma conclusion, c'est de dire que aussi bien l'intelligence artificielle, c'est un outil utile qu'il faut savoir dominer, mais dont on peut tirer beaucoup d'enseignements et qu'on peut utiliser. Si on maîtrise. Parce que si on commence à se laisser délirer, là, on est danger. C'est comme le signalait d'ailleurs Étienne Wolff pour l'embryologie. Danger. On joue les apprentis sorciers, on va travailler donc dans le transhumanisme, qui n'existait pas encore en 1962 quand Étienne Wolff écrit son livre. Et le transhumanisme, on s'aperçoit qu'il y a les mêmes présupposés matérialistes. C'est-à-dire que le corps humain, c'est un paquet d'atomes, répond à des lois physiques, et puis hop, c'est fait. Une fois qu'on a compris les lois physiques, le problème c'est qu'on ne les a toujours pas comprises, tout va bien se passer, jusqu'à les délires de la cryogénie, c'est-à-dire l'immortalité, on va gagner. Alors là, je me suis payé un petit peu le plaisir de démonter, parce que j'ai eu la curiosité d'aller voir sur d'abord l'inventeur de la cryogénie, un certain Robert Ettinger, un Américain. Et puis, il y a un site internet en anglais qui analyse tout cela. Et alors là, on est dans
dans le délire le plus total. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va marcher, mais il faut faire confiance. On est dans la croyance, là. Il faut... Allons-y. Hein, on vous met dans un bain d'azote, là, le corps... parce que leur thèse, c'est que le cerveau, à la mort cérébrale, la mort n'entraîne pas immédiatement la mort cérébrale. Donc si on vous met dans un bain d'azote et qu'on vous réveille dans 50 ans, vous allez renaître de vos... Alors on ne sait pas très bien ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de recul, on n'a pas bien vu. Mais il faut faire confiance. Alors, bon, j'indique un peu tout ça, ce qui pour moi sont des délires. Là, on est dans le délire de... Alors il y a des gens qui sont allés. Marvin Minsky, un des fondateurs de l'intelligence artificielle, s'est fait cryogéniser. On voit le genre de profil, quoi. C'est assez intéressant. Bon, ben, on dit que Michael Jackson aussi, mais là, oui, lui, avec toutes les substances qu'il a absorbées, ça on peut croire, on peut comprendre. Et voilà. Donc voilà Alors ma conclusion, c'est l'importance de la conscience et du cerveau, et qu'on n'a pas maîtrisé tout cela. Et tant qu'on n'aura pas la réponse à tout cela, et la réponse à la vie, on ne sait toujours pas ce que c'est que la vie. Donc tant qu'on n'aura pas ça, évitons de jouer aux apprentis sorciers, évitons de jouer avec ces domaines-là, avec la vie, parce qu'on ne sait jamais, comme il dit dans le livre d'Étienne Wolff, quel est l'architecte qui va être derrière pour maîtriser tout ça? Qui va décider? Quels sont les... Donc ça laisse la porte ouverte à toutes les dictatures totalitaires. C'est le meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui était le frère de Julian. On est là-dedans. Donc voilà ma conclusion.